pays qui ont des problèmes, il faut voir, c'est parce qu'ils ont une monnaie à eux. Et quand des pays qui ont leur propre monnaie s'en sortent très bien, on dit que ce n'est pas forcément la monnaie, c'est lié à d'autres facteurs. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit cohérent sur ces problématiques-là et reconnaître que nous ne pouvons pas détacher la question monétaire de toutes les autres questions qui tournent autour de la gouvernance de nos États, mais c'est un levier important qui peut justifier un certain nombre de choses. Et c'est pourquoi, moi, pour toutes les accusations qui peuvent être portées pour ceux qui ont des positions assez critiques vis-à-vis de la monnaie, moi, je ne connais pas de Russe, je n'en ai jamais vu de ma vie. Je ne discute pas avec des Russes et je n'ai jamais lu un Russe sur la question monétaire. Mais je peux dire simplement que il faut instaurer le débat dans la sérénité et dans le respect mutuel, parce que dans le camp des anti-CFA, il n'y a pas seulement qu'une jeune génération qui, au-delà du CFA, pose énormément, de la monnaie pose énormément d'autres problématiques par rapport à la gestion de nos ressources naturelles, par rapport à la gouvernance de nos États, etc., etc. Et il ne faut pas indexer ces jeunes pensant qu'ils ont été manipulés. Mais au-delà de ces jeunes, nous avons énormément d'universitaires qui ont pu, les Ndongo Samba Sylla, les Samir Amin, les docteurs Abdourahmane Diouf, ainsi de suite, et j'en passe, et j'en passe. Vous ne pouvez pas réduire tous ces gens-là à un groupe de personnes manipulées ou qui ne comprennent rien aux enjeux. Je pense qu'il faut poser le débat de manière beaucoup plus sereine, des deux côtés, et apprendre à s'écouter et à se comprendre. Par rapport à la thématique elle-même, du CFA à l'éco, quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest? C'est un sujet très ouvert. On n'a pas dit la zone UEMOA, on a dit Afrique de l'Ouest. Mais dans le développement, et c'était ça la crainte de beaucoup de participants qui ont finalement renoncé à y venir, c'est que c'était un habillage pour justement recentrer le débat autour du CFA, de l'éco-CFA, et de le faire passer comme lettre à la poste par rapport à l'éco-CEDEAO qui était en gestation. Alors, l'Afrique de l'Ouest prise comme ensemble renvoie à la CEDEAO. Si on dit l'Afrique de l'Ouest de manière simple, c'est la CEDEAO, ce n'est pas l'UEMOA. L'UEMOA est un sous-ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Mais le cadre qui regroupe en tout cas toutes les entités de l'Afrique de l'Ouest, je crois à l'exception peut-être de la Mauritanie, ce cadre-là, c'est la CEDEAO. Ce cadre regroupe des réalités monétaires éparses et des options politiques de développement qui sont différentes. Il y a les pays qui ont en commun le CFA ECO et qui sont au nombre de 8, je crois, et les autres qui ont chacun leur propre monnaie. Mais nous avons dit quelle politique, quelle monnaie pour quel développement. Si on prend l'échelle de la CEDEAO, la dynamique communautaire de la CEDEAO se fixe comme objectif d'atteindre une croissance économique inclusive. C'est ça qui est dit dans les documents, et durable, qui produise un développement réel et tangible des populations africaines. C'est le même objectif d'ailleurs que l'UEMOA. La CEDEAO dégage pour cela en urgence un certain nombre de priorités. Celle de l'emploi, particulièrement des jeunes et des femmes, mais qu'elle compte atteindre par un certain nombre de leviers, parmi lesquels l'industrialisation, le retour de la sphère publique dans la dimension de pilote de l'intérêt général, ainsi de suite, ainsi de suite. La deuxième urgence, c'est une croissance économique durable et inclusive. Inclusive, c'est extrêmement important. On parle souvent de croissance et on nous vend toujours la croissance des pays de la zone UEMOA, qui est une croissance assez soutenue et assez importante depuis plusieurs années, mais qui n'impacte pas fondamentalement sur la réduction de la pauvreté et la création d'emplois. Parce que ce n'est pas une croissance justement inclusive. Elle est une croissance extraversie qui ne permet pas de capter les fruits de cette croissance-là pour réduire la pauvreté, créer de l'emploi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a le développement des infrastructures, qui est également un des objectifs prioritaires, infrastructures matérielles comme immatérielles. Il y a le développement de l'agriculture, avec tout ce qu'on pense pouvoir faire, aussi bien pour l'agrobusiness que l'agriculture familiale. Et il y a enfin l'objectif d'une meilleure intégration régionale des pays de la CEDEAO. Et
C'est en cela que la CEDEAO avait considéré que la monnaie, une monnaie régionale, devait pouvoir faciliter tout cela. Dans l'extrait du rapport d'ailleurs CFA ECO, il est dit que la politique monétaire de la région doit être en phase avec la politique économique, ce qui est tout à fait normal. La politique économique de développement des pays et de la région dans son ensemble. L'adéquation de l'instrument monétaire à la finalité économique étant à la base du projet de création de l'ECO. Ensuite, que l'ECO-CEDEAO, qui est en douloureuse gestation malheureusement depuis les années 80 et qui n'a pas pu respecter les différentes échéances qui étaient fixées, et cet ECO devrait faciliter les échanges commerciaux et financiers, réduire le coût des transactions financières entre des pays et renforcer la concurrence. Et enfin, que l'ECO devait, à défaut de garantir une meilleure intégration régionale des pays de la CEDEAO, il devait au moins avoir un rôle moteur en facilitant un véritable fédéralisme budgétaire, les échanges commerciaux ainsi que la circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. C'est un vaste programme et un grand rôle qu'on envisage de faire jouer à l'ECO-CEDEAO. Quelle que soit l'option retenue, que ce soit l'ECO comme simple prolongement du franc CFA, ce qui semble être l'option de tous les panélistes, en tout cas des organisateurs de ce panel, pour des raisons que nous connaissons, que ce soit l'ECO réel, l'ECO Naira, l'autre version de l'ECO, ou l'ECO monnaie commune, mais pas unique, quelle que soit l'option retenue, la CEDEAO devrait être gérée par une banque centrale fédérale et fixée. La monnaie devait être fixée non pas à l'euro, mais à un panier de devises, euros, dollars, etc., etc. Alors, nous considérons que c'est un projet noble, c'est un projet ambitieux, corrélé à l'ambition politique que nous avons, nous, en tant que panafricanistes, mais surtout en tant que défenseurs ardents d'une fédération sous-régionale. Nous y croyons. D'ici 2090-2100, c'est un projet. C'est un projet noble, en tout cas, c'est ECO qu'ils nous proposent, mais confronté à la réalité, c'est un projet vraisemblablement utopique. Pourquoi nous le disons? Nous considérons que le projet de la CEDEAO s'inspire du projet de la zone euro, totalement, alors que les réalités sont totalement différentes. Nous aurons énormément de problèmes et de difficultés à converger. D'ailleurs, toutes les échéances qui n'ont pu être respectées le montrent. Nous avons des pays que je ne citerai pas ici, qui sont à un niveau d'inflation extrêmement important. D'autres sont à un niveau de déficit extrêmement important. Il est évident que nous allons avoir énormément de problèmes à atteindre les critères de convergence pour aller vers cet ECO. Sinon, il faudra s'attendre à ce que ces pays-là lancent des programmes d'austérité. C'est le cas de beaucoup de pays que je ne vais pas citer qui sont dans le texte. Ensuite, pour que ces pays-là descendent sous les 5% du taux d'inflation, ils vont devoir mettre en place eux aussi des politiques d'austérité qui vont certes diminuer l'inflation, mais qui vont augmenter leur dette publique. Est-ce que ces pays sont prêts pour ces sacrifices? Je ne crois pas, tout de suite et maintenant. La deuxième inquiétude, c'est que pour avoir une monnaie unique, il faut un taux d'échange important entre les pays de la même zone. Je crois que lorsque la zone euro se créait, les pays avaient un volume d'échange, un taux d'échange de 60% entre eux. Ici en Afrique, on a du mal à atteindre les 10%. L'échange intra-zone est extrêmement faible pour qu'on puisse aller valablement vers cela. Et enfin, il me semble être extrêmement délicat d'aller vers ce modèle en l'absence d'un souverain. C'est pourquoi tantôt j'ai parlé du projet politique, c'est-à-dire d'un projet fédéral. Il me semble extrêmement délicat d'y aller. Qui jouera le rôle que joue aujourd'hui l'Allemagne? Ce n'est certainement pas le Nigeria qui a les problèmes que nous savons, et je crois que le précédent orateur l'a rappelé. Et nous ne pouvons pas prendre le risque de sortir d'une monnaie
critiqué pour son manque de souveraineté, pour tomber vers une situation beaucoup plus dramatique avec moins de garanties que ce qu'on peut avoir avec la France, quelles que soient les critiques que nous formulons par ailleurs. Alors, la seconde zone, c'est la zone UEMOA, qui nous concerne particulièrement, qui regroupe les 8 pays que nous avons ensemble et qui ont en commun l'usage de la langue française et le même héritage colonial. Ces pays ont bâti un substrat a priori exogène, une union économique et monétaire soutenue par des institutions, des critères et des mécanismes d'intégration. Ces objectifs de développement sont les mêmes que ceux que j'ai cités tantôt pour la CEDEAO. Au plan monétaire, la zone UEMOA tient une monnaie unique à ses États membres, le franc CFA, devenu éco, co-géré avec l'ancienne puissance coloniale. Coopération qui repose sur les 4 fondamentaux, les 4 principes fondamentaux que nous connaissons: garantie de convertibilité, fixité de la parité, libre transférabilité, centralisation des réserves au niveau du trésor français. Mais cette monnaie répond-elle également aux impératifs de développement de l'Afrique de l'Ouest? On a des impératifs de développement. Je rappelle que la thématique, c'est quelle monnaie pour quel développement de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que cette monnaie répond aux impératifs de développement de l'Afrique de l'Ouest? On nous dit que la centralisation des réserves au trésor français est quelque chose d'obligatoire, puisque la France est garante. Mais c'est un désaveu par rapport à notre souveraineté. 60 ans après les indépendances, d'autant que nous savons que la France n'a jamais, en réalité, jamais réellement garanti notre monnaie, mais que nous le faisons nous-mêmes. Au-delà, le compte d'opération permet à la France d'avoir un contrôle absolu. Et c'est ça la réalité sur nos opérations commerciales et un moyen de pression sur les dirigeants récalcitrants. Je crois que le président Laurent Gbagbo l'a éprouvé en 2011 parce qu'il y a cet outil qui permet d'asphyxier les dirigeants récalcitrants. Même si l'accord d'Abidjan du 21 décembre 2019 a prévu la fin de la centralisation des réserves de change pour les États de l'UEMOA, qu'est-ce que cela change fondamentalement? Et je crois que je poserai cette question aux spécialistes, parce qu'on a l'impression que c'est simplement un changement de ligne. Peut-être le doyen Zinsou ou d'autres me donnent la réponse, un changement de ligne du Trésor français et donc du contribuable français vers la Banque de France. La libre transférabilité, limitée aux opérateurs français, accorde une facilité indue à ceux-ci, et cette libre transférabilité couplée à d'autres instruments, notamment les conventions fiscales de non-double imposition, mais également l'APE éventuel, constitue l'arsenal de mise sous coupe réglée de nos économies. Enfin, on nous explique qu'en optant pour un taux de change fixe, et donc pour une monnaie forte, puisqu'arrimée à l'euro, les pays africains concernés expriment clairement une préférence pour la stabilité. Curieuse stabilité quand même, parce que notre stabilité, nous l'assurons nous-mêmes par nos propres réserves, sous peine de dévaluation, si elle baisse en deçà du ratio convenu. On me dira que cela a changé avec la nouvelle réforme, mais nous serons toujours tenus, dans le cadre des autres éléments, des autres principes, de respecter ce minimum-là. Mais nous considérons qu'au contraire, l'instrument monétaire qu'on considère comme étant le seul instrument qu'on ne peut pas transférer. Après l'indépendance, nous avons dit, vous êtes libre de définir toutes vos politiques, politique de santé, politique agricole, politique fiscale, politique éducative. Toutes les politiques, vous êtes libre de les définir par vous-même, par vos gouvernants. Mais vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas suffisamment responsable pour assumer la gestion d'une monnaie. Pour la simple raison que vous serez amené, peut-être, à en faire un instrument dont vous allez recourir plus que de normes. Vous allez peut-être émettre énormément, vous allez créer l'inflation, ainsi de suite. Nous considérons qu'effectivement, c'est peut-être ce paternalisme qui a créé l'irresponsabilité de nos élites politiques. Et qu'une mauvaise utilisation de cet instrument monétaire, avec les conséquences
que cela engendrerait en termes d'inflation serait le plus grand risque encouru par ces élites politiques pour les amener à beaucoup plus de rigueur par rapport à la stabilité même de leur pouvoir. Il est clair aussi que le choix qui est fait est un choix, comme l'a dit le rapport d'ailleurs, au profit du consommateur par l'objectif de maîtrise de l'inflation, optant résolument pour un déficit commercial chronique. Il est fait surtout au détriment de toute politique d'industrialisation. Or, comme je l'ai rappelé, les objectifs de développement tels qu'on les a énumérés sont fondamentalement axés autour de l'industrialisation. Répondre à la question, est-ce que cette monnaie nous permet de satisfaire cet objectif? C'est non, parce qu'on a fait le choix d'une stabilité privilégiant le consommateur, les importations, ainsi de suite, au détriment du consommateur, au détriment du moins de nos exportations de matières premières, mais également au détriment de nos politiques d'industrialisation, au détriment de l'investisseur dont les taux d'intérêt très élevés subis sont le prix à payer pour le maintien de la parité. Toutes choses qui sont diamétralement contraires aux objectifs de développement annoncés. Alors, si je dois répondre à partir de tout ça à la question, je considère que le franc CFA ECO, tel qu'il se présente, n'est pas la monnaie qu'il nous faut pour réaliser nos objectifs de développement. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'opposer ces impératifs, d'avoir à choisir entre ces impératifs. Aucune politique de développement n'est réellement possible, en réalité. À notre avis, s'il occulte le levier monétaire à côté des autres leviers, notamment budgétaires, dans le cadre du policy mix. Or, actuellement, nous sommes privés de ce policy mix parce que nous n'avons pas la possibilité de développer une politique monétaire. Souvent, j'entends dire qu'on fait de mauvaises critiques au franc CFA par rapport à la flexibilité. Parce que les présidents, réunis avec le gouverneur de la Banque centrale, ont la possibilité de revoir la parité à tout moment. Mais nous parlons ici de flexibilité qui nous permettent à temps réel et de manière permanente de nous ajuster et de pouvoir supporter les chocs. On ne parle pas d'un constat qui peut subvenir tous les 2 ans, tous les 3 ans et qui nous amène à dire nous allons dévaluer. Nous avons besoin de l'instrument monétaire comme tout autre instrument, l'instrument budgétaire, mais que ce soit un instrument permanent. Donc, mais quand on analyse tous les arguments qui sont avancés par les pro-CFA, ça se résume en une phrase. Ce qu'on semble nous dire, nous, c'est qu'il ne faut surtout pas confier l'instrument monétaire aux élites politiques africaines, car ils sont simplement irresponsables. Ça se limite à ça. Ils sont irresponsables à gérer une monnaie parce qu'ils seraient tentés de rapidement entamer toutes les réserves. Ils seraient tentés d'exagérer avec la planche à billets pour combler leur carence par ailleurs sur les autres politiques publiques. Nous considérons que s'il est vrai que avec tout ce qui se passe avec nos autorités gouvernementales du moins, tout ce qui se passe en termes de gestion de nos ressources naturelles, en termes de gestion de nos ressources budgétaires, en termes de gestion de nos ressources fiscales, où on peut se permettre d'accorder des exonérations à tout moment ou d'annuler des dettes fiscales à tout va, avec tout ce qui se passe dans tous les autres secteurs, il y a de quoi nourrir ces inquiétudes-là et nous les partageons avec tout le monde. Mais nous sommes venus dans ce débat à Lomé pour vous dire que nous, en tout cas, la génération que nous représentons, elle n'est pas une génération d'âge, elle transcende les âges, c'est une manière de voir et de concevoir. Nous n'avons pas ce complexe d'infériorité et de compétence. Nous refusons d'être ces majeurs non émancipés qu'il faut avoir toujours sous tutelle. On nous parle souvent des pays africains qui ont leur monnaie, souvent. On nous parle beaucoup des pays africains qui ont leur monnaie propre et qui sont dans les difficultés. Mais on ne parle pas beaucoup de ceux qui, aujourd'hui, se portent très bien avec leur monnaie, que ce soit en Afrique du Nord ou même en Afrique noire. Donc, je pense que nous en appelons, nous,
nous en appelons à un renouvellement, à une renaissance doctrinale, comme disait l'autre, qui doit considérer tous les leviers budgétaires comme monétaires, tous ces leviers comme des instruments souverains de l'État, de nos États, qui doivent servir exclusivement à la réalisation de nos objectifs de développement. Après le débat technique sur est-ce que ça doit être un instrument de planification de développement ou de transformation structurelle de l'économie, est-ce que ça doit être un instrument de planification du financement des besoins en biens et services publics pour appuyer le secteur privé, les secteurs privés nationaux, ou est-ce que ça doit être mixte? Ce débat-là, il peut être ouvert et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous sommes disposés à vous écouter tous, vous les techniciens de ces questions-là, mais nous tenons à réitérer, je le dis encore une fois, que tous ces leviers-là doivent être des instruments souverains de l'État qui doivent servir exclusivement à la réalisation des objectifs du développement. Donc nous sommes avec vous à Lomé pour dire que nous ne sommes plus disposés à être sous la coupe de personne, de qui que ce soit. Ce n'est pas de l'orgueil mal placé, le terme est revenu tout à l'heure, c'est de la dignité patriotique, adossée à un examen lucide et documenté des facteurs. Soit on est indépendant, soit on ne l'est pas. Soit on marche par nous-mêmes, soit on ne mérite pas d'être indépendant. C'est vrai que l'Afrique est à la croisée des chemins. Les yeux du monde entier sont rivés sur elle. L'Afrique est la probable unique locomotive de la croissance mondiale des prochaines décennies. Cela se fera par l'Afrique elle-même, avec le monde, c'est vrai, ou alors, comme par le passé, ça se fera par le monde, mais au détriment de l'Afrique, et sur le sol africain en plus. Pour parer à la dernière hypothèse, nous devons en finir avec le modèle actuel d'une croissance extraversive, portée par un endettement en devise et non en monnaie locale. Mais le franc CFA, le franc français ou l'euro fixe ne nous permettra jamais, ne facilitera jamais cet endettement en monnaie locale. Et excluant notre secteur privé national, notamment les PME, PMI au profit de multinationales étrangères. Il nous faut donc une politique monétaire autonome, une politique de change flexible pour corriger nos erreurs de choix économiques et absorber nos chocs extérieurs. Tout ceci couplé à une gestion vertueuse, c'est vrai. Et je reviens sur ça, une gestion vertueuse, orthodoxe et transparente de nos ressources naturelles et budgétaires, des réformes politiques consolidantes et stabilisantes et un climat favorable à l'explosion de notre secteur privé national, prioritairement. C'est ça qu'il nous faut. Si le seul obstacle à cela, c'est un leadership politique défaillant, il nous faut d'abord mener le combat politique pour nous débarrasser de cette élite politique qui n'est pas capable de comprendre les enjeux. On ne recrée pas la roue. Tous les pays qui ont réussi à sortir du gouffre sont passés par ces étapes-là. On ne peut pas s'en priver et penser que c'est avec justement une tutelle sur la monnaie qu'on va s'en sortir. Un taux de change fixe avec des liens monétaires carrément coupés avec la France qu'il faut assumer et tout autre État extérieur. Une auto-assurance à travers un mécanisme africain de solidarité. Est-ce que tout cela, on peut l'espérer dans les cadres communautaires CEDEAO ou UEMOA? À notre humble avis, le seul argument en faveur d'une monnaie unique serait peut-être qu'elle soit précédée d'un gouvernement unique avec un ministère des Finances fédéral capable de mener une politique de solidarité entre les pays, ce qui réglerait la question du souverain. Sous ce rapport, la question qui nous réunit aujourd'hui apparaît plus politique que technique. C'est une question qui, à mon avis, est plus politique que technique, ce qui suppose de privilégier l'initiative politique sur l'urgence monétaire. En panafricanistes convaincus et adeptes d'une fédération ouest-africaine, nous y croyons fermement. Notre histoire nous y prédispose. Rappelons que nous sommes la zone la mieux et la plus intégrée. Et que jusqu'à des siècles pas très lointains, nous avions des entités politiques, des royaumes, le Mali, le Ghana, etc., qui couvraient intégralement presque toutes ces zones-là. Nous avons quand même une histoire assez imbriquée qu'on voit dans les zones frontalières, mais qu'on voit même au-delà des zones frontalières. Nous y croyons et nous pensons qu'il faut aujourd'hui travailler à ça.
et y travailler d'arrache-pied. En attendant d'y parvenir, et c'est là ma conclusion, les options restent ouvertes. Je ne voudrais pas que ma communication soit comprise comme un rejet total ou alors qu'on y décèle des contradictions entre notre option pour le fédéralisme africain, notre option pour un ensemble africain, un grand ensemble africain ou sous-régional, et les positions que nous avons prises spécifiquement par rapport au CFA, qui peut faire l'affaire si on le débarrasse d'un certain nombre de contraintes, comme je l'ai expliqué. Mais en attendant d'y arriver à cette entité politique, les options sont ouvertes. Ça part d'abord de la monnaie individuelle, que les pays, si on ne peut pas aller vers les réformes courageuses qu'il faut, et qu'on arrête de se considérer comme des mineurs ou des majeurs sous tutelle, si on ne peut pas aller vers ça, en tout cas, nous, notre option politique ne l'exclut pas que les pays reprennent leurs responsabilités monétaires en créant leur propre monnaie et adossés à une correcte et une bonne gestion de leurs économies, une bonne gouvernance de leur pays avec toutes les réformes qu'il faut au plan politique et au plan économique. Ça, c'est une option qui reste ouverte. La seconde, c'est la monnaie commune avec une unité de compte. Ça a été régulièrement agité et avancé, peut-être avec un serpent monétaire, ce qui nous ramènerait à la zone euro avant l'arrivée de l'ECOS. Je crois que c'était la zone EQ. La troisième possibilité, c'est la monnaie UEMOA, totalement libérée de la France et absolument flexible. Ça resterait à régler la question du souverain avec une banque centrale peut-être très forte, fédérale. Tout ça, c'est à examiner et à étudier. Mais cette monnaie doit fondamentalement être libérée de la présence française à tout point de vue et elle doit être une monnaie flexible pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous recherchons. Et enfin, continuer à affiner les convergences nécessaires à la jonction d'un fédéralisme politique avec une monnaie unique, ce qui nous permettait de peser d'une seule voix dans les instances internationales de décision. Parce qu'à quoi servent nos organisations régionales si elles ne nous permettent pas d'agréger nos poids pour pouvoir peser là où les décisions se prennent, au niveau de l'OMC par exemple, au niveau des Nations Unies. Je crois que c'est ça les objectifs qu'il nous faut rechercher, mais sans précipitation inutile, sans escamoter les étapes qu'il faut absolument respecter. C'est en cela que nous disons que la réflexion, elle est ouverte, elle est bonne, elle est utile, elle doit être sereine. Et nous remercions le peuple togolais, nous remercions le professeur Nabouko, nous remercions en tout cas l'Université de Lomé pour nous avoir associés à cette réflexion et nous avoir permis d'exprimer notre point de vue en tant que politique qui discute beaucoup avec énormément de spécialistes de la question et non pas en tant que technicien de la monnaie. Je vous remercie.